Et si la véritable menace au Sahel n'était pas celle que l'on pointe du doigt depuis des années, mais bien plus insidieuse, ancrée dans une logique héritée du passé colonial et perpétuée par des jeux géopolitiques modernes? Cette interrogation, qui semblait naïve il y a à peine quelques mois, s'impose désormais avec la force d'une évidence, suite à un événement qui a secoué tout un continent. Mais aujourd'hui, en un battement de cœur, la colère s'est répandue à Ouagadougou, Niamey, Bamako. Des universitaires, des responsables politiques, des syndicalistes, des étudiants et de simples citoyens se sont joints à la protestation. Ils ne se contentent plus de dénoncer l'humiliation. Ils posent la question fondamentale: la priorité, est-ce la sécurité des Africains ou le confort des frontières européennes? Récemment, l'Afrique a été bouleversée par une révélation majeure, un document confidentiel de l'OTAN dévoilé dans la presse panafricaine exposant des plans d'implantation de bases militaires étrangères au cœur du Sahel. Ce n'est pas la première fois que de telles fuites se produisent, mais l'onde de choc provoquée cette fois-ci a brisé des décennies de silence et de résignation. Pour comprendre cette déflagration, il faut revenir en arrière sur l'histoire longue et douloureuse des ingérences, des pactes de sécurité et des promesses non tenues. Dans ce rapport, le Sahel, territoire de 150 millions d'âmes, est réduit à un simple bouclier pour l'Europe. Cette expression, d'une froideur administrative, a glacé le sang de nombreux Africains. Elle a ravivé le souvenir de phrases similaires entendues dans d'autres contextes. Lorsque la France justifiait sa présence en Algérie par la nécessité de protéger l'Europe du péril islamiste dans les années 50, ou quand, durant la guerre froide, les États-Unis parlaient de l'Afrique comme d'un champ de bataille pour contenir l'influence soviétique. Ce débat n'est pas nouveau. Déjà, dans les années 70, lors de la montée des mouvements nationalistes, des intellectuels comme Cheikh Anta Diop et Thomas Sankara avaient soulevé la même question. À qui profite la sécurité? À l'époque, les réponses étaient ambiguës, car la dépendance économique et militaire à l'égard des anciennes puissances coloniales semblait inévitable. Mais les temps ont changé. Désormais, la société civile exige des comptes, réclame la transparence sur les contrats militaires et la destination des fonds internationaux. Tant que la sécurité s'achète à l'extérieur, l'investissement intérieur passe au second plan. Les retards s'accumulent. À Bamako, des jeunes privés d'écoles solides errent dans les rues, tandis que les centres de santé, débordés, peinent à répondre aux besoins d'une population en croissance rapide. Cette situation n'est pas une fatalité, elle résulte de choix politiques, dictés par la priorité donnée à la sécurité importée plutôt qu'au développement local. Dans les années 2010, le Mali a vu fleurir des bases étrangères, censées garantir la stabilité. Pourtant, dans le même temps, la moitié du pays restait privée d'électricité et des milliers d'enfants parcouraient chaque jour des kilomètres pour aller à l'école. Le contraste est saisissant. L'histoire se répète aujourd'hui au Niger, où la présence de drones et de soldats étrangers ne parvient pas à masquer le manque d'infrastructures sanitaires de base. Page après page, l'équation reste inchangée. Des milliards promis pour la sécurité, mais investis dans des garnisons étrangères plutôt que dans des écoles, des hôpitaux ou l'électricité. Prenons un exemple concret. L'installation d'une seule base militaire étrangère peut coûter, selon les estimations, l'équivalent de 500 milliards de francs CFA sur 20 ans. Cette somme permettrait de construire plus de 1000 écoles primaires modernes ou de rénover une centaine d'hôpitaux régionaux. Chaque franc détourné vers la sécurité importée, c'est une promesse envolée pour l'avenir africain. La fuite du document n'a pas seulement révélé des plans. Elle a mis à nu la fracture entre une sécurité imposée de l'extérieur et l'aspiration à la souveraineté. Désormais, chaque choix compte. Accepter ou rejeter ce nouveau pacte, c'est façonner l'avenir du Sahel pour les décennies à venir. Pour mieux saisir l'ampleur du phénomène, il suffit de se pencher sur la répartition du budget de certains pays du Sahel. Au Burkina Faso, par exemple, plus de 30% des dépenses publiques ont été consacrées à la sécurité et à la défense au cours des 5 dernières années, contre moins de 15% pour l'éducation et la santé réunies. Cette disproportion est lourde de conséquences. Elle hypothèque l'avenir d'une génération, la condamnant à l'exil ou à la précarité. Le Sahel, ce n'est pas seulement une ligne sur une carte diplomatique. C'est une mosaïque de peuples, de cultures, d'aspirations.
C'est aussi une région qui, depuis l'époque des grands empires comme le Ghana, le Mali ou Songhai, a joué un rôle central dans l'histoire africaine. Être réduit à un bouclier pour l'Europe, c'est nier cette mémoire. C'est refuser à ces peuples le droit de choisir leur destin. Mais l'ordre ancien vacille. Depuis la fuite du document de septembre, la résistance s'organise. À l'image de la mobilisation des peuples d'Asie du Sud-Est contre les bases américaines dans les années 60, une nouvelle génération de dirigeants et de citoyens refuse de rejouer cette histoire. Au Vietnam, la présence américaine avait été justifiée par la lutte contre le communisme, mais en réalité, elle a servi à préserver des intérêts économiques et stratégiques étrangers. Le parallèle avec le Sahel est frappant. La question centrale n'est plus pour ou contre l'OTAN, mais qui tire réellement profit de ces alliances? Derrière les pages du dossier confidentiel, les intentions se dévoilent. Surveiller les routes migratoires, verrouiller les corridors énergétiques, s'assurer l'accès aux ressources vitales. Officiellement, il s'agit de combattre le terrorisme. Mais en réalité, l'Europe cherche à bâtir une barrière loin de ses frontières, quitte à sacrifier les intérêts locaux. Prenons l'exemple du projet de corridor énergétique transsaharien, censé acheminer le gaz nigérien vers l'Europe via l'Algérie. Officiellement présenté comme un projet de coopération, il est en réalité étroitement surveillé par les forces étrangères, qui y voient une garantie pour leur propre sécurité énergétique. Les populations locales, elles, voient peu de bénéfices directs. Les villages longeant le pipeline restent souvent sans électricité, et les emplois promis ne se matérialisent que rarement. À Ouagadougou, Bamako, Niamey, la colère gronde. Pour beaucoup, ces nouvelles bases incarnent une occupation masquée, non une promesse de sécurité. Les milliards promis en aide militaire sonnent creux lorsque les écoles ferment, les hôpitaux manquent de tout et l'électricité reste un luxe inaccessible pour des villages entiers. Il suffit d'écouter le témoignage de Mariam, enseignante à Dori. On nous parle de sécurité, mais les enfants tombent malades faute d'eau potable et nos écoles s'effondrent. Dans les palais du Sahel, les discussions sont tendues. Accepter l'appui étranger, c'est risquer de perdre la souveraineté. Mais refuser, c'est braver l'isolement, la perte du soutien logistique et la menace de sanctions économiques. Ministres et conseillers s'affrontent, pesant la survie immédiate contre le destin à long terme. C'est un dilemme que de nombreux pays ont connu par le passé. En Amérique latine, les gouvernements qui ont choisi l'autonomie ont souvent payé le prix fort, subissant embargos et pressions multilatérales. Ce refus gagne rapidement du terrain. Le Niger et le Mali rejoignent le Burkina Faso dans un élan sans précédent. Les chefs d'État affichent un front commun. Le Sahel refuse d'être le garde-frontière de l'Europe et entend écrire sa propre histoire. Des réunions d'urgence se tiennent à Bamako où l'on évoque la création d'une alliance régionale de sécurité inspirée de modèles comme l'ASEAN en Asie du Sud-Est ou la CEDEAO en Afrique de l'Ouest. Soudain, la voix du président Traoré résonne. La souveraineté n'est pas à louer, même contre des milliards. Cette phrase, prononcée lors d'un discours historique devant le Parlement burkinabé, fait écho à celle de Patrice Lumumba, qui, en 1960, affirmait « L'indépendance ne se mendie pas, elle se prend ». En brisant le tabou de la dépendance, Traoré dessine une limite. S'allier, oui, mais sans brader l'avenir ni la dignité. L'Afrique ne s'achète pas. Mais le danger demeure. Dire non à l'OTAN, c'est risquer l'isolement, la fermeture de portes cruciales, la raréfaction de ressources vitales. Pourtant, pour beaucoup, briser la dépendance est le seul chemin vers la vraie indépendance. Le Rwanda, par exemple, a montré qu'il était possible de refuser l'aide conditionnelle pour privilégier l'investissement dans l'éducation et la santé, avec des résultats spectaculaires en 20 ans. À chaque décision, la même interrogation obsède. L'Afrique acceptera-t-elle encore de subir ou trouvera-t-elle la force de se réinventer? Ici, la société civile joue un rôle clé. Dans les universités de Dakar, des groupes d'étudiants organisent des débats sur l'autonomie stratégique. À Abidjan, des collectifs de femmes réclament la transparence sur les accords militaires. La pression populaire ne se limite plus aux réseaux sociaux, elle s'incarne dans des mouvements de rue, des pétitions, des campagnes médiatiques. Dans l'ombre, d'autres acteurs s'agitent déjà. La Chine, la Russie, la Turquie multiplient les offres de coopération, promettant des partenariats sans condition. Mais l'histoire enseigne que toute alliance comporte ses propres risques.
Les exemples du Sri Lanka ou du Venezuela illustrent bien comment l'endettement massif ou la dépendance technologique peuvent piéger des pays entiers malgré des promesses initiales séduisantes. La résistance du Sahel peut-elle devenir le point de départ d'une renaissance africaine? Jamais une fuite de documents n'a provoqué une telle déflagration. Dans les rues de Ouagadougou et de Niamey, des milliers de personnes descendent brandissant des pancartes, scandant des chants pour la souveraineté. Sur les réseaux sociaux, le mot dièse « Le Sahel n'est pas un bouclier » fait le tour du continent et de la diaspora, de Paris à Johannesburg, de Montréal à Lagos. Cette mobilisation dépasse la colère. Elle façonne une conscience panafricaine, semblable à celle qui avait animé les congrès de Bandung en 1955, où les nations du Sud avaient affirmé leur refus de l'ordre imposé par les grandes puissances. Aujourd'hui, les jeunes Africains, connectés par Internet, échangent des idées, organisent des webinaires, rédigent des manifestes pour réclamer une nouvelle architecture de sécurité pensée par et pour les Africains. Sous la pression, les dirigeants du Sahel se dressent, unis. Leur message est clair. La souveraineté n'est pas à vendre. C'est une rupture avec des décennies de compromis imposés par la logique des alliances extérieures. Chaque déclaration officielle devient un signal, chaque geste d'unité un défi au système établi. On assiste à la naissance d'un nouveau récit africain, où l'honneur collectif prime sur les intérêts individuels. À l'ouest, l'onde de choc inquiète. Les capitales européennes s'interrogent. Faut-il insister au risque de s'enliser, comme ce fut le cas en Libye ou en Afghanistan, ou accepter la montée d'un nouveau pôle africain, quitte à perdre un partenaire stratégique? Cette hésitation révèle la peur d'un vide sécuritaire, mais aussi la lassitude face à des conflits sans fin. Au sein de l'OTAN, les débats internes s'intensifient. La perte d'influence semble inévitable, alors que de nouveaux acteurs guettent la moindre ouverture. La perspective de reprendre le contrôle de ses ressources ranime l'imagination collective. Pourquoi l'Afrique ne deviendrait-elle pas l'architecte de sa propre stabilité? C'est la question que posent aujourd'hui les experts, les économistes, mais aussi les citoyens ordinaires. Elle rappelle les débats qui ont précédé l'indépendance, quand la question centrale était de savoir si l'Afrique pouvait se gouverner elle-même sans tutelle étrangère. Pourtant, une alternative émerge. Et si les milliards promis pour la sécurité extérieure étaient redirigés vers le développement régional? Avec ces fonds, il serait possible de bâtir des hôpitaux, d'ouvrir des écoles, d'apporter l'électricité dans chaque village, de construire des routes dignes du XXIe siècle. Prenons l'exemple du Maroc, qui a investi massivement dans l'énergie solaire et l'éducation, transformant en une décennie des régions entières autrefois marginalisées. Mais cette dynamique n'est pas sans péril. Les sanctions économiques, l'isolement diplomatique ou l'arrivée de nouveaux acteurs, russes, chinois ou autres, risquent d'étouffer l'élan d'indépendance. L'histoire africaine l'a montré, chaque espace libéré attire de nouveaux appétits. Lorsque la France s'est retirée du Mali en 2022, la Russie a rapidement proposé des contrats de sécurité, parfois aussi opaques que ceux des Occidentaux. Le spectre de la fragmentation plane. Dans les années 90, la Somalie avait vu l'effondrement de son État, précipité par le retrait des forces étrangères sans stratégie de transition. La pression extérieure menace toujours de morceler les ambitions naissantes. Pour éviter ce piège, il est indispensable de bâtir des institutions solides, capables de résister aux tentations du repli ou de la division. Tout se joue maintenant. S'agit-il du début d'un nouvel âge d'or africain construit sur l'unité et l'investissement intérieur, ou bien d'un simple changement de tuteur où la souveraineté demeure un rêve insaisissable, happé par les intérêts des grandes puissances? Le choix appartient aussi à la société civile, à la jeunesse, à celles et ceux qui refusent d'être mis à l'écart de leur propre destin. Pour que cette révolte devienne le socle d'une nouvelle ère, il faudra tirer des leçons concrètes et transformer la colère en progrès durable. Cela implique des étapes pratiques. Élaborer des plans de développement nationaux fondés sur l'écoute des besoins locaux. Renforcer l'indépendance énergétique par des investissements dans le solaire, l'hydraulique, le biogaz. Promouvoir une agriculture résiliente, capable de nourrir 150 millions de citoyens sans dépendance excessive aux importations. Mais alors que la ferveur populaire s'intensifie, de nouveaux obstacles surgissent. Les regards se tournent vers l'avenir. Qui saura transformer l'espoir en réalité durable? Il est crucial de s'inspirer des réussites locales. Par exemple, au Sénégal, le projet Plan Sénégal émergent
a permis, grâce à des financements nationaux et régionaux, de doubler le taux de scolarisation en moins de 10 ans. Au Ghana, la réforme agraire a sorti des millions de paysans de la pauvreté. L'histoire l'a déjà prouvé. Partout où la stabilité a été imposée de l'extérieur, la prospérité n'a jamais suivi. Les interventions militaires s'enchaînent, les bases d'étrangères se multiplient, mais la pauvreté persiste. La jeunesse s'interroge. Pourquoi tant de ressources pour la sécurité des autres alors que nos propres défis restent ignorés? Et si chaque milliard investi dans l'autonomie valait plus qu'une décennie entière d'aide sous conditions? Cette question, loin d'être théorique, trouve écho dans des expériences vécues ailleurs. En Corée du Sud, dans les années 60, le gouvernement a préféré investir dans l'éducation et l'industrie nationale plutôt que de s'en remettre aux bases américaines. Résultat, en une génération, le pays est passé du statut de nation pauvre à celui de puissance technologique. C'est ici que s'amorce le tournant. Investir, oui, mais investir en nous-mêmes. Priorité à l'éducation, car une jeunesse instruite représente le plus sûr bouclier contre l'instabilité. Les infrastructures numériques ensuite, pour relier chaque village, propulser nos entrepreneurs et briser le mur de la marginalisation. Il ne faut pas oublier les réseaux énergétiques, essentiels pour sortir de la dépendance et alimenter nos industries. Et bien sûr, l'agriculture, capable de nourrir 150 millions de citoyens sans tendre la main à l'extérieur. Ce sont là des choix de souveraineté, pas de simples ajustements budgétaires. Le Kenya, en investissant dans l'irrigation et les coopératives agricoles, a réussi à réduire l'insécurité alimentaire de moitié en moins de 15 ans. Cependant, le changement véritable ne naîtra pas seulement de nouveaux budgets ou de plans quinquennaux. Il s'ancrera dans un rapport de force renouvelé entre dirigeants et population. L'unité nationale et la vigilance citoyenne deviennent la première ligne de défense. Quand les citoyens surveillent, questionnent, exigent des comptes, aucun contrat secret ne peut enchaîner le pays à une dépendance éternelle. Le défi reste immense. Les pressions économiques sont insidieuses, les offres de contrats mirobolants séduisent, et les promesses de milliards d'aides ne cessent de tenter. L'autonomie réelle, c'est savoir dire non aux solutions faciles et choisir le pari de la lenteur, celle de l'investissement patient et de la construction collective. Le Botswana, en refusant de céder ses mines de diamants à des multinationales, a préféré un développement plus lent mais plus inclusif, avec des résultats tangibles en termes de bien-être social. Le risque? Retomber dans la dépendance, voir l'élan populaire s'essouffler, ou pire, laisser les intérêts privés supplanter l'intérêt général. Mais l'histoire enseigne que seuls les choix courageux font la différence. Aujourd'hui, l'Afrique a l'opportunité de prouver que sa sécurité et sa prospérité ne se négocient plus à l'étranger, mais se construisent, pierre après pierre, main dans la main. Mais si la tentation du repli menace, une autre bataille se prépare déjà. Car l'avenir du continent se joue aussi dans les rues, sur les réseaux et dans l'arène internationale. Les médias africains, de plus en plus indépendants, jouent un rôle crucial en révélant les enjeux cachés des contrats de sécurité. Les artistes, les écrivains, les cinéastes s'emparent du sujet pour sensibiliser l'opinion et créer une culture de la vigilance. Quand un continent lève la tête et jure de ne plus jamais plier, qui pourra encore l'arrêter? La fuite du dossier confidentiel de l'OTAN a fait l'effet d'une déflagration. Brusquement, une vérité longtemps étouffée surgit. Qui décide vraiment du sort africain à l'ère du numérique et des nouveaux équilibres mondiaux? Ce mouvement dépasse la réaction. C'est une affirmation. Le futur du continent ne se négocie plus dans des salons lointains, mais dans les choix quotidiens des peuples et de leurs dirigeants. Les promesses de milliards, investis dans des bases étrangères, n'apaisent rien. Elles ravivent une colère ancienne, celle de voir la dignité et la souveraineté africaine sacrifiées, encore, pour la sécurité d'autrui. Chaque ligne du dossier sonne comme une gifle. Le Sahel n'est plus un territoire d'avenir, mais un simple bouclier. Pour chaque spectateur, le risque est immédiat. L'avenir africain ne se décide plus entre chefs d'État et diplomates. Il repose sur la capacité collective à investir dans la jeunesse, à défendre la dignité, à refuser toute dépendance. La question n'est plus « peut-on s'opposer ?», mais « qui osera tracer une route indépendante là où l'histoire a trop souvent imposé ses détours ?» À l'échelle d'un continent entier, c'est le droit de choisir sa propre route qui vacille. Car derrière les contrats militaires se cachent d'autres enjeux.
Des milliards qui devraient bâtir hôpitaux, électrifier villages, ouvrir des écoles, détournés vers des bases où flotte un drapeau étranger. Mais l'Afrique de cette décennie s'est éveillée. Au Burkina Faso, au Niger, au Mali, la réponse fuse. La souveraineté n'est pas à vendre, même contre des promesses de sécurité évaluées en milliers de milliards de francs. Refuser d'être le mur de l'Europe, c'est revendiquer le droit d'être l'architecte de son propre destin. Car la vraie sécurité ne s'achète pas à coups de drones ou de soldats venus d'ailleurs. Elle se construit par l'unité régionale, la technologie locale, l'éducation, l'énergie, la confiance mutuelle. Désormais, chaque décision, chaque parole, chaque investissement devient un acte de souveraineté ou une soumission déguisée. La réputation de l'Afrique se façonne dans chaque crise, à chaque carrefour. Résister, innover, inventer sa voie ou accepter une nouvelle dépendance masquée sous d'autres noms. Le monde observe, l'OTAN attend, mais le choix revient à celles et ceux qui vivent, bâtissent et rêvent ici. Au bout du compte, la question posée par la fuite n'attend pas une réponse unique. Elle exige 1000 actes de courage, jour après jour. Car l'avenir africain ne s'impose pas, il se conquiert, génération après génération, main dans la main. Et si la vraie révolution était, enfin, de ne plus laisser d'autres dessiner les frontières de notre sécurité?